مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مال المغرب من Washington. My name is Adam Early. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez, le Maroc et les États-Unis ont une longue histoire de partenariat commun. Le Maroc a été l'un des premiers pays à reconnaître les États-Unis lorsque le Royaume a autorisé des navires américains à accoster dans ses ports en 1777. 9 ans plus tard, en 1786, le partenariat entre le Maroc et les États-Unis a pris une nouvelle dimension lorsque les deux pays ont signé un traité d'amitié et de paix, un traité qui est toujours en vigueur jusqu'à aujourd'hui. C'est la plus longue histoire diplomatique de l'histoire des États-Unis. Au cours des 250 dernières années, c'est-à-dire depuis la signature de ce traité d'amitié et de paix, 45 présidents et donc 45 administrations différentes ont gouverné les États-Unis. Et malgré tous ces changements, dans la politique américaine, les relations entre le Maroc et les États-Unis n'ont pas été perturbées. Au contraire, ces relations sont devenues plus fortes. Probablement, dans 4 mois, Joe Biden sera le 46e président des États-Unis parce que le président Trump est dans une position très délicate en ce moment. Quoi qu'il en soit, les relations maroco-américaines connaissent une amélioration constante. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a récemment qualifié le Maroc de partenaire fort. Les États-Unis coopèrent étroitement avec le Royaume du Maroc dans plusieurs domaines comme la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la traite d'êtres humains, les droits de l'homme, le commerce et la sécurité régionale. Sur le plan économique, les États-Unis sont le 3e plus grand marché pour les exportations marocaines et le 4e fournisseur du Maroc en termes d'importation. Si on s'arrête sur les sondages d'opinion pour la prochaine élection présidentielle américaine, on constate que Joe Biden devance Donald Trump dans presque tous les États et pour toutes les catégories sociales. Qu'il s'agisse des jeunes, des personnes âgées, des femmes, des hommes, des pauvres, des riches. Dans cet épisode, nous allons parler du futur des relations maroco-américaines sous l'administration possible de Joe Biden et comment les dossiers sensibles du Maroc, comme la lutte antiterroriste, le commerce, les affaires africaines et surtout la question du Sahara, pourraient être impactés par un changement d'administration. La politique américaine va-t-elle changer avec l'avènement de la nouvelle administration et porter préjudice aux intérêts du Maroc? Notre invité aujourd'hui a consacré de longues années de recherche au dossier de l'Afrique du Nord. Je vous présente Sarah Yerkes, Senior Fellow au Carnegie Endowment for International Peace à Washington. Elle a axé ses recherches sur la relation entre l'État et la société dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Elle a enseigné à la Brookings Institution, au Council on Foreign Relations, ainsi qu'à l'Université de Georgetown ou encore à l'Université George Washington. Sarah Yerkes a également exercé plusieurs fonctions au sein du gouvernement, comme responsable de la planification politique pour les affaires de l'Afrique du Nord au département d'État, ou encore en tant que chercheuse géopolitique au Pentagone. Sarah Yerkes, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant d'échanger avec vous, nous allons partir à l'extérieur à la rencontre de notre correspondante Adèle Nazarian, qui a croisé des citoyens dans les rues de Washington et les a interrogés sur le Maroc. À vous, Adèle. Merci Adam, merci beaucoup. J'ai parlé avec plusieurs personnes ici à Washington DC et la plupart connaissaient des choses différentes sur le Maroc. J'ai entendu beaucoup de témoignages positifs alors que certaines personnes n'ont jamais visité le Maroc et d'autres ont placé le Maroc sur la liste des pays prioritaires pour leur prochain voyage. J'ai rencontré plusieurs Marocains. La cuisine marocaine est délicieuse. J'adore manger marocain et je déguste régulièrement le tagine et je souhaite visiter le Maroc très prochainement. J'ai visité le Maroc auparavant. C'est un pays magnifique. J'ai séjourné dans plusieurs villes marocaines. Les gens sont très sympathiques là-bas et les repas étaient excellents.
Notre séjour était mémorable. Il y a plusieurs villes et endroits féeriques à visiter. Pour dire vrai, je n'ai jamais visité le Maroc et je ne me suis jamais rendue en Afrique. Mais évidemment, je caresse le rêve de visiter le Maroc. Il fait partie des pays que j'aimerais visiter. Tout y est merveilleux, l'art, la culture, l'architecture. J'ai un livre qui parle du Maroc, de sa nature, de son histoire et de ses arts. Comme vous l'avez entendu, Adam, il y a beaucoup de sentiments positifs envers le Maroc. Il y a un consensus autour du royaume, un pays avec une architecture unique, une culture variée et une riche histoire. Le Maroc fait aussi partie des priorités pour leur prochain voyage touristique. Merci, Adam. Merci Adèle pour ces informations et merci aux personnes qui n'ont pas tari d'éloges à l'égard du Maroc. Passons maintenant à l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. J.D., vous avez été conseiller à la politique extérieure pour la précédente campagne de Donald Trump. Admettons que Joe Biden sorte vainqueur de la prochaine élection présidentielle. Alors, quel sera l'impact sur les relations maroco-américaines? C'est une question très importante, Adam. Tout d'abord, on ne peut être certain de la défaite de Donald Trump parce qu'en 2016, tout le monde pensait qu'Hillary allait gagner, mais ce ne fut pas le cas. Trump pourrait parfaitement gagner une nouvelle fois. Et s'il ne gagne pas, je ne pense pas que le président Biden aura un comportement différent vis-à-vis du Maroc. Les États-Unis entretiennent des relations anciennes et fortes avec le Maroc et je ne vois aucune divergence entre les républicains et les démocrates sur les relations bilatérales entre les États-Unis et le Maroc. Cependant, lorsque Trump a gagné, il a lancé le slogan « Rendre sa grandeur à l'Amérique », mais ceux qui a nommé à la Maison-Blanche ont marginalisé ses partisans. Par conséquent, tout dépend de qui sera secrétaire d'État et qui seront ses assistants, parce qu'au final, ce sont eux qui travaillent avec le Maroc quotidiennement. En effet, c'est un point très intéressant que vous venez de soulever, J.D. Il ne faudrait pas, en effet, écarter totalement une victoire de Donald Trump. Le scénario de 2016 pourrait se reproduire. Je me tourne à présent vers notre invitée Sarah Yerkes. Vous avez entendu ce qu'a dit J.D. Historiquement, il n'y a pas de différence entre les républicains et les démocrates dans le traitement du dossier des relations avec le Maroc. Les relations entre les deux pays demeurent toujours très fortes. Alors, en tant que spécialiste des questions de l'Afrique du Nord et de la politique américaine, comment est-ce que vous l'expliquez? Merci infiniment de me recevoir. Je pense que les deux parties ont la même position vis-à-vis du Maroc pour plusieurs raisons. Le Maroc a prouvé que c'est un partenaire fort parmi les alliés sur lesquels les États-Unis peuvent compter. Nous l'avons observé dans la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Cela a été démontré également au niveau économique qu'il y a un accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis qui fait des jaloux dans la région. Avec le temps, nous avons enregistré durant des décennies, surtout avec les précédentes administrations, un raffermissement et une consolidation des relations avec le Maroc parce que nous nous faisons confiance et les relations se basent sur le respect des intérêts communs entre les deux pays. How do you see Biden's potential support for Morocco's autonomy plan? Or is it possible that the United States... Alors, quel est votre avis sur le traitement que pourrait réserver Joe Biden à la question du Sahara? Je crois que la question du Sahara n'est pas le seul dossier que l'administration Biden aura à traiter.
mais ça sera plutôt des questions multipartites. Alors Sarah, je me permets de vous interrompre. Vous pourrez poursuivre votre idée sur le concept de multilatéralisme dans la question du Sahara juste après la pause. À tout de suite. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui de la politique américaine vis-à-vis du Maroc si Joe Biden est élu président. Avant la pause, j'ai questionné notre invitée Sarah Yerkes sur le dossier du Sahara et ses prévisions par rapport au traitement que pourrait réserver l'administration Biden à ce dossier. Elle a entamé sa réponse en évoquant la question du multilatéralisme. Alors, qu'entendez-vous par là, Sarah? Certainement, les États-Unis s'appuient sur le Conseil de sécurité qui est en charge du dossier du Sahara. Les États-Unis jouent un grand rôle et soutiennent les efforts du Conseil de sécurité parce que c'est un sujet qui a besoin du parrainage de l'ONU. Nous allons sans doute observer une orientation plus affirmée dans ce sens sous l'administration Biden. L'ONU aura un plus grand rôle à jouer non seulement dans l'affaire du Sahara, mais dans toutes les zones de conflit. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le Maroc précisément ? Je crois que ce serait décevant de voir que les États-Unis ne veulent pas prendre position. Je pense que les États-Unis estiment toujours que le plan d'autonomie est l'une des meilleures solutions à la question du Sahara, si ce n'est pas la meilleure solution. Je ne suis pas du tout inquiète par rapport à l'idée de voir une personnalité soutenir des séparatistes. Il n'y a pas de personnalité à Washington engagée à un tel niveau dans l'affaire du Sahara. Je n'ai vraiment pas en tête le nom d'une personnalité qui pourrait prendre une telle position à l'instar de John Bolton, qui s'est révolté contre la posture des États-Unis contrairement aux responsables qui l'ont précédé. Il a essayé de soutenir les séparatistes, mais je ne pense pas que cela puisse se produire sous l'administration Biden. Je suis d'accord avec vous. Les États-Unis vont opter pour un plus grand rôle de l'ONU dans la résolution du conflit du Sahara. C'est-à-dire que les Nations Unies vont exercer leur rôle traditionnel pour résoudre les conflits. Est-ce une raison d'être optimiste, sachant que l'ONU a réalisé très peu d'avancées dans ce dossier? Est-ce que vous percevez des signaux pour plus de flexibilité pour résoudre le problème? Malheureusement, cette affaire fait partie de celles qu'il est difficile de résoudre. J'ai discuté avec l'un des anciens responsables du Conseil de sécurité qui était engagé dans cette affaire et qui m'a témoigné sa déception quant à l'incapacité de réaliser des avancées dans ce dossier. En réalité, je ne suis pas optimiste par rapport au fait de réaliser des avancées à court terme. Et puis, il y a l'Algérie. C'est la première fois depuis des décennies que nous observons des changements politiques et de personnalité dans ce pays. Cela nous donne l'espoir de voir les relations maroco-algériennes s'améliorer, ce qui peut conduire à des avancées dans le dossier du Sahara. Mais en général, je ne suis pas optimiste quant à des avancées à court terme. Oui, c'est un point qui mérite qu'on y consacre une émission tout entière. Le roi Mohamed VI a proposé d'organiser un dialogue direct avec l'Algérie. C'est une proposition qui a malheureusement été rejetée. Nous avons vu aussi que le rapprochement entre l'Algérie, le Polisario, Cuba, l'Iran, le Venezuela a un impact. Et sans cette force, l'équation ne sera pas la même. Et je pense que vous avez raison d'ailleurs quand vous soulignez que les changements ne vont pas s'opérer sur le court terme, mais plutôt sur le long terme. Passons à présent à une autre affaire. Vous savez, cette région fait face à plusieurs défis comme la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. J'ai la conviction que la coopération américano-marocaine
va se renforcer, comme c'était le cas déjà sous les différentes administrations précédentes. Comme vous l'avez dit, le travail du Maroc est salué pour les actions positives qu'il mène, que ce soit dans ses relations bilatérales avec les États-Unis ou sur le plan régional. Mais nous remarquons aussi que la menace terroriste prend de l'ampleur, surtout dans la région du Sahel, aux frontières du Maroc. J'aimerais connaître votre avis sur l'importance de la poursuite de la coopération entre le Maroc et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et les défis à relever dans ce sens. Je pense que la zone du Sahel est l'un des défis là-bas. Il y a plusieurs groupes et cellules liées à Al-Qaïda et Daesh qui s'activent dans cette zone. Malheureusement, nous parlons de l'Algérie. Le manque de visibilité sur place permet à ces groupes de prendre position, surtout dans le sud algérien qui est limitrophe de la zone sahélienne. Je crois que c'est ce qui fait que les États-Unis coopèrent au niveau sécuritaire avec le Maroc. Encore une fois, je souligne que le Maroc est un allié digne de confiance et nous remarquons que ses moyens se développent et nous avons des exercices militaires annuels qu'on appelle African Lion. Plusieurs pays africains ont rejoint ces exercices. C'est l'un des exemples pour dire que le Maroc essaie de développer ses moyens. Le Maroc est capable de jouer le rôle de leader en Afrique et non pas seulement au nord du continent et nous observons les efforts qu'il fait dans ce sens. Mais si vous regardez au sud, que ce soit d'un point de vue économique, culturel ou dans d'autres domaines, vous remarquerez que le Maroc veut être un modèle à suivre dans la région et il propose des programmes de formation fabuleux. Récemment, le Maroc a organisé des formations au profit des leaders religieux du Sahel, d'Afrique et d'Europe pour lutter contre les idées extrémistes. Des représentants des Marocains du monde y ont aussi pris part et je pense que le fait de soutenir le Maroc pour qu'il soit leader dans cette région sert les intérêts des États-Unis. C'est un point extrêmement important que vous soulevez là, Sarah. C'est l'une des questions qui n'ont pas été assez évoquées. Le fait que le Maroc ouvre un dialogue direct avec ses citoyens résidant en Europe pour lutter contre l'extrémisme. Et cela a été très efficace pour lutter contre l'avancée du radicalisme. Je ne pense pas que Joe Biden soit un homme de gauche à ce point. Je suis persuadé qu'il est impossible qu'il nomme des personnalités sympathisantes du Polisario, et c'est là mon point de divergence avec JD. Je voudrais maintenant discuter avec vous de l'Afrique, Sarah. C'est l'une des pierres angulaires de la politique extérieure du Maroc pour renforcer la coopération sud-sud. Le Maroc joue un rôle de leader pour unifier la coopération entre les pays africains, surtout dans son soutien à la coopération sécuritaire, économique et sanitaire. J'ai plusieurs questions à vous poser. Déjà, pensez-vous que l'administration Biden accordera plus d'importance que l'administration Trump aux questions africaines? Et comment le Maroc, en tant qu'acteur africain de référence, peut-il aider les États-Unis dans ce sens? Ce sont deux questions très importantes. Le Maroc essaie de jouer des rôles différents et prendre le leadership en Afrique. Je ne suis pas sûre que l'administration Biden concentrera ses efforts sur l'Afrique. Peut-être que nous allons observer un rapprochement économique avec l'Afrique, comme nous avons cette concentration de l'ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Je pense que la politique extérieure américaine se focalisera plus sur l'Asie et sur certains pays du Moyen-Orient, mais pas sur l'Afrique. Mais je pense qu'il y a plusieurs opportunités pour développer les relations américano-marocaines
Et je souhaite voir une coopération entre les deux pays sur le continent africain pour essayer de faire face à la Chine qui essaye d'étendre son influence sur le continent en général, y compris sur le Maroc. J'espère que l'administration Biden suivra une orientation qui permettra de contrer l'hégémonie chinoise en travaillant avec le Maroc et avec d'autres pays en renforçant l'activité économique en Afrique et en développant l'investissement privé au Maroc, par exemple, qui offre des opportunités intéressantes que les États-Unis ont ratées sous les précédentes administrations. Okay, Sarah, we've got 30 seconds. Alors ma toute dernière question concerne le Congrès. Le Maroc a beaucoup investi pour avoir des soutiens à l'intérieur du Parlement américain. En novembre prochain, les États-Unis vont vivre des élections présidentielles et législatives également. Quel impact aura le renouvellement du Congrès sur les intérêts marocains, notamment en ce qui concerne l'Algérie et la Libye? Cela dépend de ce qui sera influent au sein du Congrès. Le Maroc a une chance et des lobbies, ce que l'Algérie n'a pas. Je pense que le changement n'aura pas d'impact sur le Maroc. Nous percevons toujours le Maroc comme un allié fort sur lequel on peut compter. Merci beaucoup, Sarah, pour ces informations et vos précieux commentaires. Chers téléspectateurs, comme cela a été dit par nos invités, peu importe qui sera le prochain locataire du bureau ovale, les relations entre le Maroc et les États-Unis continueront de se développer. Je vous remercie, notre correspondante Adel Nazarian et notre analyste J.D. Gordon. Merci à vous pour votre attention et à bientôt. إلى اللقاء.